Le capitaine Thomas commande le premier sous-groupement tactique du 2e groupement tactique d'infanterie mécanisée, dont l'ossature est armée par le 35e régiment d'infanterie, renforcé du 1er régiment de chasseurs. Posté aux abords des premières habitations à l'ouest de Vilnoa, il attend avec impatience. Ces systèmes infovalorisés fonctionnent encore à l'inverse de ceux du 2e sous-groupement tactique avec qui les liaisons ont été perdues. Seules les détonations et les fumées au sud-est permettent de comprendre que l'unité sœur vient d'engager le combat. Les ordres tombent enfin. L'échelon de tête du 2e groupement tactique doit reconnaître le compartiment de terrain urbanisé situé à l'ouest de Vilnoa, entre la voie ferrée et le cordon littoral. Le capitaine reçoit la mission de reconnaître les abords du site industriel côtier. L'imagerie et la cartographie sont assez précises, mais il manque des informations essentielles sur les entrées des sous-sols, où l'ennemi se serait retranché avec du matériel. Exploitant la puissance de feu des canons de 25 mm des VBCI, ces sections vont devoir s'approcher au plus près des bâtiments pour localiser l'ensemble des accès aux différents souterrains au moyen de leur système automatisé. Tout le monde garde en mémoire la violence des combats entre Russes et Ukrainiens dans le dédale de l'usine Azovstal de Mariupol 6 ans auparavant. Il faut impérativement obtenir un maximum de renseignements sur cet environnement particulièrement défavorable. Un jeune homme, qui se présente comme un étudiant en technique industrielle, a été retenu prisonnier plusieurs jours par cette milice. Il raconte que des produits chimiques ont été mélangés dans des cylindres reliés entre eux par des cordons explosifs. D'autres caisses noires ont été transportées par des hommes en tenue de protection semblable à des scaphandriers. Averti, le capitaine Thomas décide d'engager l'essaim de drones de sa section d'appui. Équipés de lidars et de capteurs NRBC, ils vont ouvrir la voie lors de la reconnaissance. Après plusieurs heures, l'emploi de l'essaim a permis d'identifier et de cartographier, à l'ouest du complexe industriel, de nombreux accès qui permettent d'entrer dans les vastes bâtiments et les secteurs souterrains. Des sous-sols semblent s'étendre sous les unités de production qui, elles-mêmes, sur plusieurs étages, s'alignent sur des centaines de mètres de poutres métalliques et de murs en béton en partie détruits. Les informations sont rassemblées, puis transmises à la section géographique du 2e bureau pour la mise à jour des plans. Malheureusement, pour le moment, impossible de s'introduire dans et sous les constructions. Les liaisons sont rapidement rompues dès qu'un drone s'infiltre de plus de 50 mètres dans les bâtiments. Les seins de drones explorent les façades, mais leurs capteurs ne permettent pas d'observer profondément. Des robots quadrupèdes sont alors envoyés pour pénétrer à l'intérieur de l'usine par les entrées découvertes plus tôt. Ils sont parvenus à identifier un premier étage en sous-sol et les accès à un second. Mais combien d'étages en tout ? C'est un mystère. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs câbles sont visibles sur le sol, laissant supposer que des pièges ont été placés à proximité. L'ennemi n'est pas loin, dissimulé probablement dans des espaces bien préparés à l'avance. Pour le capitaine Thomas, pas question d'engager ses hommes face à de telles incertitudes. Le mieux serait de contourner tout ça. Les éléments recueillis par les différents moyens de renseignement déployés, ainsi que l'interrogatoire de prisonniers bassariens, ont permis d'identifier un bâtiment comme point d'intérêt majeur. Une forte activité y est observée. Prise pendant une mission d'infiltration, des photos montrent plusieurs combattants déchargeant du matériel depuis 3 gros 4x4. Les tigres bassariens étaient en train de constituer une arme chimique de destruction massive, probablement stockée dans un atelier secret. Ils allaient prochainement la mettre en œuvre sur le champ de bataille ou la transporter dans la capitale. Toutes ces informations sont recoupées puis remontent par la chaîne hiérarchique à titre de compte-rendu. L'assaut devient alors inévitable. La réponse ne se fait pas attendre. L'ordre vient de très haut. L'ensemble du premier échelon du groupement tactique d'infanterie mécanisée a pour mission de s'emparer du bâtiment central du complexe industriel dans les plus brefs délais. Après avoir exploré plusieurs mauvaises directions et effectué un nombre incalculable de changements de batterie, les robots et leurs pilotes sont parvenus à cartographier les tunnels et à déterminer le bon itinéraire vers l'objectif. Un robot quadrupède s'est avancé au plus près de l'atelier où les miliciens finissaient d'assembler les produits chimiques et les explosifs. Malheureusement, le quadrupède s'est fait repérer avant qu'il ne puisse terminer de scanner la scène. L'ennemi a ouvert le feu et c'est certainement dans ce moment de confusion qu'un incendie s'est déclenché dans l'atelier.
Les fumées se sont rapidement propagées, nécessitant un repli précipité des éléments engagés dans les tunnels. 2 téléopérateurs n'ont pas pu rejoindre la sortie, et les opérations de secours s'annoncent longues et compliquées. Plusieurs autres militaires ont été intoxiqués et se sont soignés tout en suivant le protocole de décontamination. Le capitaine Thomas s'assure de l'étanchéité de son dispositif de bouclage de zone, tout en attendant l'unité qui doit le relever sur sa position. Il se remémore la phrase du colonel qui, en briefing, annonçait que les grands enjeux supposaient de prendre de grands risques. Mais il aurait préféré engager ses robots beaucoup plus dans la profondeur et préserver la vie de ses hommes. En outre, même si le périmètre est bouclé et qu'aucun milicien ne peut s'enfuir, il regrette de ne pas pouvoir engager un de ces systèmes, dont la portée des coms est trop courte, pour vérifier ce qui reste de l'atelier et de ses occupants.